Maintenant, on en est arrivé à l'étape où je vous présente M. Laurier-Turgeon, que vous connaissez certains d'entre vous parce qu'il a été votre professeur. M. Turgeon enseigne au département des sciences historiques de l'Université Laval. Il est aussi titulaire d'une chaire de recherche du Canada en patrimoine ethnologique. C'est aussi lui le responsable et même, je dirais, le directeur du laboratoire d'enquête et d'ethnologie de multimédia. Il a une passion depuis de nombreuses années pour le développement des sites web, pour les applications numériques, mobiles, et il est aussi un grand éditeur de textes scientifiques et il accompagne beaucoup d'étudiants au niveau de la maîtrise et du doctorat. Alors, M. Turgeon, aujourd'hui, va vous présenter une conférence qui met en perspective ses nombreuses années de recherche et d'enquête sur le terrain. M. Turgeon. Bon, bien, merci. Merci. Alors, c'est sûr que dans une heure, on doit être sélectif et puis on ne peut pas tout dire sur les médiations numériques des patrimoines. Alors, je vais être synthétique. Je vais vous présenter un peu les grandes lignes et puis après ça, je voulais vous présenter, comme on est dans le concret, comme nos approches, les approches qu'on veut favoriser dans cette université d'été sont des approches concrètes sur le terrain. Je vais vous montrer des exemples concrets et vous expliquer un petit peu à chaque fois les objectifs qu'on avait, les difficultés qu'on a rencontrées, comment on a essayé de les surmonter, et puis les retombées finalement de ces différents projets. Bon, je ne vais pas toutes les présenter, mais j'ai fait ici une sélection, je vais vous en présenter quelques-unes. Alors, je voulais exposer autant que possible les moyens novateurs de la médiation ou de l'interprétation des patrimoines à la fois naturels, matériels et immatériels. Les technologies de l'information sont devenues aujourd'hui non pas seulement des moyens efficaces de conserver et de diffuser les connaissances dans le domaine du patrimoine, mais elles sont devenues des moyens de construire ce patrimoine, de développer des connaissances sur ce patrimoine et de le partager. Alors, elles sont, comme je l'avais dit lors de ma petite introduction à l'université d'été, les outils technologiques sont devenus aujourd'hui des outils heuristiques, des façons de mieux penser et de mieux pratiquer le patrimoine. Je vais essayer de vous présenter à travers un certain nombre d'exemples concrets les potentialités, mais aussi les limites des technologies numériques. Je vais vous parler notamment du web, des applications mobiles et aussi des outils qu'on utilise pour faire de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle. Je voulais aborder aussi, par la même occasion, les enjeux pour les musées. J'ai pris ici une citation du professeur Mérès, François Mérès, qui est professeur de muséologie à l'Université de Paris 3, dans son dictionnaire encyclopédique de la muséologie, qui est devenu un petit peu une référence contemporaine, je dirais, pour la muséologie et les muséologues. Lui nous dit que le numérique représente en effet l'influence la plus marquée des dernières années dans le domaine de la muséologie. L'usage des technologies dans les musées a une incidence considérable. Je pense qu'on a pu le constater au cours des derniers jours, mais je voulais rappeler que ça a une incidence très importante sur les expositions elles-mêmes, mais aussi dans l'interaction que le musée a avec ses publics et ensuite sur toutes les activités d'exploitation du musée, que ce soit au niveau de l'administration, des collections, de la conservation et de l'accès aux collections, et aussi de la conservation. Je pense qu'on a eu ce matin des exemples éloquents de ces fonctions du numérique au niveau de la conservation. Depuis quelques années, on a perfectionné les outils
et on a essayé de développer des nouveaux usages pour le numérique. Pendant la première, si on ose dire, révolution du numérique qui remonte aux années 80, 90 et même le début des années 2000, l'usage le plus fréquent et celui qu'on a pensé être le plus utile dans un premier temps, c'était de faire avec le numérique ce qu'on faisait avec du papier et des moyens analogiques. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a copié, hein, on a fait des copies, par exemple, des archives, des livres, on a numérisé hein, des films, des enregistrements sonores, dans le but de mieux les conserver, de pouvoir mieux les gérer et de les rendre plus accessibles. Surtout, c'était ça, hein, le principal objectif, de les rendre accessibles, plus facilement accessibles au public. Hein. Mais en fait, pendant cette première révolution du numérique, je ne veux pas du tout dénigrer ici, hein, elle a joué un rôle très, très important, mais grosso modo, on faisait des copies de ce qui existait déjà et on les numérisait pour les rendre accessibles au public. Depuis, je dirais, une bonne dizaine et peut-être même une quinzaine d'années, on est passé, je dirais, à un autre stade, hein, qui est celui de développer des nouvelles pratiques de communication, de conservation, d'exposition aussi du patrimoine. Donc, de développer des nouvelles manières de faire qu'on n'avait pas envisagées dans un premier temps devant cette nouvelle technologie. Et ça, c'est quand vous étudiez l'histoire des sciences ou l'histoire des technologies, c'est tout à fait classique. Hein? Dans un premier temps, on utilise les technologies qui nous sont disponibles pour faire ce qu'on faisait avant. Et dans un deuxième temps, lorsqu'on commence à les domestiquer, à les apprivoiser, eh bien là, on commence à chercher à développer des nouvelles façons de faire, des nouvelles pratiques sociales, hein, des nouvelles pratiques par le biais de nouvelles pratiques de communication et d'exposition des choses. Alors donc, juste pour vous donner quelques exemples, bon, celui qui est le plus connu, c'est celui du courriel, tous les médias sociaux qui se sont développés par la suite, les expositions virtuelles, les jeux sérieux en ligne. On a développé les applications mobiles et aujourd'hui, on travaille de plus en plus sur la réalité augmentée et la réalité virtuelle. On assiste aussi à une forme d'individualisation, les technologies nous l'ont permis, hein, d'individualisation de la communication qu'on peut maintenant faire à la carte, en quelque sorte. Les nouvelles technologies permettent aussi d'accroître la participation des citoyens dans la vie politique, dans la vie sociale plus généralement, dans la vie culturelle aussi, bien sûr, et parce qu'elles nous permettent d'accroître l'interactivité, hein, l'interactivité entre les citoyens eux-mêmes, mais aussi l'interactivité entre, dans ce cas-ci, les collections, hein, ou les expositions et les utilisateurs. Bon, alors, les nouvelles technologies nous ont permis, pour ce qui est plus précisément du domaine de la recherche, je vais juste avancer un peu parce que là, je ne vois pas bien le tableau. Donc, pour ce qui est du domaine de la recherche, elles ont permis, hein, et ça, dans le laboratoire que je dirige, ça a été très, très utile, de faire des captations audiovisuelles qui étaient beaucoup plus longues, hein, à des coûts moins élevés que lorsqu'on utilisait les bandes magnétiques et des supports analogiques, parce que bon, c'était des équipements qui coûtaient généralement plus cher, qui étaient plus gros et encombrants. Il fallait les amener sur le terrain et tout ça était laborieux, coûteux et prenait du temps. On a pu commencer à analyser en laboratoire les enregistrements et de réaliser des études plus fines. Hein, par exemple, l'utilisation des caméras numériques de haute précision, hein, nous permettent de capter
toutes sortes de détails. Mettons, on veut filmer ou prendre des photos d'une fête ou d'un festival ou d'un rituel où chaque geste, surtout dans le domaine du rituel, où chaque geste a une signification importante. Eh bien, grâce à ces captations, on peut rejouer la présentation ou la captation autant qu'on veut en laboratoire, en groupe, le montrer à d'autres personnes, discuter et faire des analyses qui sont beaucoup plus fines et poussées que lorsque on avait des techniques, disons, plus traditionnelles. Et ce qui a été vraiment très intéressant ces dernières années, ça a été l'utilisation des caméras 360 qui permettent de filmer à 360 degrés des fêtes, des rituels, et donc de filmer sous tous ces angles, finalement, une activité humaine, alors qu'avant, avec une caméra qu'on portait à l'épaule, le champ de vision était limité et il fallait que, c'est toujours le cas, que la personne qui tient la caméra se déplace. Mais c'est sûr que lorsqu'il est tourné dans cette direction, par exemple, il ne voit pas ce qui se passe derrière lui. Donc, tout ça lui échappe en quelque sorte, alors qu'avec une caméra 360, c'est possible de tout capter. Donc, le web a beaucoup facilité la diffusion de l'information. On a pu aussi conserver, surtout maintenant avec des serveurs qui sont très performants, conserver des grandes banques de données. Et ce qui est très intéressant par rapport aux méthodes analogiques qu'on utilisait avant, où il fallait transférer, repiquer l'information tous les 12 à 15 ans, parce que les bandes magnétiques, c'est du plastique au fond qui sèche, et qui se désagrège progressivement. Et donc, il fallait faire ces repiquages. Et lorsqu'on fait un repiquage, on perd toujours entre 10 et 15 % de la qualité du son et de l'image, ce qui fait qu'après 4 ou 5 repiquages, vous voyez, vous n'avez plus une très grande définition, une très grande qualité d'image et de son. Donc, vous pouvez aussi, un des avantages notoires, c'est de pouvoir également transférer l'information d'un support à l'autre et de transformer aussi l'information pour le mettre sur différents types de supports. Alors, il est vrai que ces nouvelles technologies nous ont aussi posé des nouveaux défis. Il n'y a pas que des avantages. Par exemple, lorsque vous faites, par exemple, maintenant une exposition en ligne ou même en salle, lorsque vous utilisez de manière générale les nouvelles technologies pour faire de la médiation du patrimoine ou de l'interprétation, eh bien, vous allez devoir faire un choix parce qu'il y a plus de possibilités. Donc, il y a des choix qui doivent être faits. Il faut essayer de les faire de façon pertinente. Et si vous utilisez plusieurs médias, c'est beau d'avoir la possibilité d'utiliser 6 ou 7 médias, mais lorsque vous multipliez l'utilisation de ces médias, eh bien, vous êtes obligé de faire un effort pour faciliter la navigation de celui qui va utiliser, parce que sinon, ça va être une cacophonie indescriptible et votre visiteur va se perdre parce qu'il ne va pas savoir où aller et comment faire. Donc, il faut investir maintenant plus de temps dans la narration. On a eu un très beau cours sur la narration hier. Eh bien, c'est devenu un sujet d'actualité. C'est de développer des narrations qui vont être adaptées à chacun de ces médias. Et on a aussi, on parle beaucoup, traite beaucoup de la notion de transmédia, de narration transmédia, c'est-à-dire d'amener, de construire des narrations qui vont permettre de migrer d'un média à l'autre, de façon intelligente et puis de façon, je dirais, entre guillemets, naturelle. Donc, voilà quelques-uns des défis. Je voulais maintenant passer au laboratoire d'enquête ethnologique et de multimédia que je dirige depuis une douzaine d'années et vous parler un petit peu de ce laboratoire,
ces objectifs, des approches qu'il a privilégiées, qu'il privilégie toujours, et de vous présenter quelques-uns des projets que nous avons faits pour que vous puissiez voir un peu ce qu'on fait et les différentes problématiques qu'on a traitées, puis les défis auxquels on fait face. Alors, pour résumer, je dirais que notre approche a été fondée sur 3 grands principes qui se sont développés au fur et à mesure du développement du laboratoire. On n'est pas parti en 2003-2005 lorsqu'on a créé en disant voilà, on va utiliser ou faire reposer nos activités sur ces 3 grands principes. On avait des idées. Par exemple, travailler le patrimoine matériel et immatériel en tandem, ça, c'était quelque chose qui était un principe, je dirais, fondateur du laboratoire. Lorsqu'on l'a créé, il y avait beaucoup de travaux qui avaient été faits sur le patrimoine matériel, notamment sur la conservation, l'interprétation, la diffusion du patrimoine matériel, des sites, des bâtiments, des objets, des paysages, et beaucoup moins de travaux avaient porté sur le patrimoine immatériel. Alors donc, ça, c'est un principe ou un objectif qu'on s'était donné dès le départ, c'était de travailler le patrimoine immatériel parce que, bon, on était dans un département d'histoire, mais nous, on était la branche qui s'occupait de l'histoire orale et de l'ethnologie. Et donc, on voulait essayer de valoriser ce patrimoine qui renvoie aux traditions orales, aux fêtes, les festivals, les savoir-faire artisanaux, la chanson, la musique, la danse, et comme son nom l'indique, à tout ce qui n'est pas vraiment matériel, qui renvoie plutôt à des savoir-faire. Mais ces savoir-faire sont nécessaires la plupart du temps pour produire et construire du patrimoine matériel. C'est-à-dire que si vous voulez rénover des maisons anciennes ici à Québec, eh bien, il faut mobiliser des savoir-faire traditionnels de maçonnerie, de taillage de la pierre, de menuiserie, etc. Donc, ces savoir-faire sont absolument nécessaires. La même chose avec les pratiques artistiques ou artisanales populaires. Il y a des savoir-faire qui permettent finalement de produire ces objets. Alors, donc, tout ça pour dire que finalement, les deux sont très liés et c'est l'approche que nous, on a favorisée. C'était une approche intégrée du patrimoine matériel et immatériel plutôt que de les séparer un petit peu artificiellement comme on le faisait dans le passé. On s'est dit, il y a un lien, ça fait partie d'un tout et on va essayer d'intégrer ces deux visions du patrimoine. Dans le but, avec la conviction que ça allait nous permettre de produire une vision qui était plus globale, plus intégrée et plus riche, finalement, du patrimoine. Alors, le deuxième principe qu'on a développé, c'était celui de d'avoir comme objectif d'utiliser le plus grand nombre de médias possible, peut-être pas toujours en même temps, mais d'expérimenter les différents médias pour voir comment on pouvait les utiliser utilement dans la conservation et la mise en valeur du patrimoine. Et puis, un troisième principe qu'on avait développé dès le départ, ça a été celui de la collaboration avec les communautés qui portent et qui produisent ce patrimoine et au point de même aller au-delà de la collaboration, mais d'avoir... Au début, on avait des rapports surtout de collaboration et avec le temps, on a développé des partenariats et le principe finalement de la co-construction des pratiques et des savoirs avec eux. Et donc, on a fait, par exemple, développer quand on a fait nos inventaires, un volet recherche-action où on intervenait dans le milieu et progressivement, on a intégré même certaines personnes qui étaient au début des informateurs dans l'élaboration de nos inventaires.
Alors, voilà. Alors, je voulais vous montrer ici, puisqu'on n'a pas l'occasion, on n'a pas le temps d'aller visiter, je vous montre ici une image de ce laboratoire qui est situé sur le toit du pavillon Bon Enfant, hein, qui est celui de la bibliothèque. Alors, c'est non pas un cube, mais un sphère qui est situé sur le toit. Il y en a 3, en fait, et on a toujours beaucoup aimé ce local parce qu'on aime sa forme. Hein, c'est un peu comme une ruche. Alors, on dirait que ça donne envie d'échanger et de travailler, comme une ruche d'abeilles. Et on a donc... c'est une salle, c'est simplement une salle polyvalente où on peut faire des réunions. On a des postes informatiques, un peu comme le laboratoire que vous avez visité hier, et avec des équipements, bien sûr, pour traiter ces informations. Attendez, je vais revenir. OK, qu'est-ce qui se passe ici? Oui, donc, pour résumer, si vous voulez, le laboratoire a eu jusqu'à 25 chercheurs, professionnels, étudiants, techniciens qui ont travaillé en même temps. C'est sûr que le nombre de personnes varie avec le temps, selon les projets. Bon, par exemple, là, on a fait un grand projet avec Patrimoine canadien pour le 150e anniversaire du Canada. Alors ça a été un grand projet qui nous a amené à faire de la captation vidéo, par exemple, partout au pays, etc. Donc là, l'équipe s'est beaucoup agrandie en 2016-2017. Maintenant, elle est un peu moins importante, mais on a eu jusqu'à 20-25 personnes. Là, on doit être à peu près à 7-8. Hein? Avec les étudiants, pardon, une douzaine. Alors, on a développé des collaborations avec le secteur privé, à l'international, avec différents pays. Actuellement, on a une belle collaboration avec l'Université Jean Monnet de Saint-Étienne qui remonte à 2014. On a fait différents projets, par exemple des inventaires nationaux sur le patrimoine immatériel au Québec pour le ministère de la Culture. On a développé une encyclopédie multimédia qui a été financée par Patrimoine canadien. Des expositions virtuelles, on en a fait une ici avec le musée. On en a fait une qui a été lancée juste au mois de mars avec le musée de l'Holocauste à Montréal. Je vais vous en dire 2 mots tout à l'heure. Une application mobile multimédia du patrimoine matériel et immatériel de la Ville de Québec, le corridor francophone touristique et patrimonial du Canada, qu'on a terminé à la fin de 2017 avec du financement avec du financement de Patrimoine canadien et un partenariat avec le réseau Ready Canada, que je suis sûr que vous ne connaissez pas, mais qui est un réseau important qui regroupe plusieurs milliers de personnes. Alors, Ready est l'acronyme pour réseau économique et d'employabilité du Canada. Alors, c'est un réseau qui a été fondé il y a une 30aine d'années pour surtout stimuler le développement économique des communautés francophones hors Québec. Hein? Et donc, comme notre projet portait sur le Québec, mais aussi avec des communautés francophones hors Québec, c'est Ready Canada qui a été notre partenaire dans ce projet. Alors ici, rapidement, je voulais vous donner une idée des équipements que nous utilisons. L'approche qu'on a développée, c'est aussi une approche intégrée au niveau technologique. On essaye de faire le plus de choses possible nous-mêmes. Alors, ce n'est pas parce qu'on veut tout faire, mais c'est parce que c'est beaucoup plus facile de contrôler la production et aussi la qualité de la production. Parce qu'au début, on s'était spécialisé dans certains domaines, mais on devait faire des collaborations avec d'autres partenaires. Des fois, c'était difficile d'agencer les calendriers. On n'avait pas toujours les résultats qu'on souhaitait. On a donc, et puis bon, des fois, lorsqu'on a des partenariats, les gens n'utilisent pas les équipements qui sont compatibles avec les nôtres. Et donc, là, on a développé cette approche et on trouve que ça nous permet
hein, de réaliser des projets plus rapidement. On peut intégrer un élément recherche aussi à nos projets, alors que quand on est en partenariat avec des entreprises privées, par exemple, c'est plus difficile parce que eux, la recherche, ils n'ont pas envie de financer ça, ça les intéresse moins, alors que nous, ça nous intéresse. Donc, c'est pour ça qu'on a développé cette approche. Alors, bon, on utilise, voilà, en gros, les équipements qu'on utilise. On a pu bénéficier de subventions de la Fondation canadienne pour l'innovation. Alors, c'est peut-être du chinois pour vous, mais c'est très important pour nous parce que cette fondation a été créée par le gouvernement du Canada au tournant des années 2000 pour justement financer les laboratoires qui étaient tournés vers la recherche de pointe. Au début, c'était les sciences pures et les sciences médicales. Mais à partir de 2003-2004, on a commencé aussi à donner de l'argent aux gens en sciences humaines et sociales, ce qui a été fantastique parce que ça nous a permis pour beaucoup de monter des laboratoires et on a pu se rendre compte aussi qu'en sciences humaines et sociales, on peut faire de la recherche en labo. Et ce n'est pas que de la recherche individuelle que les gens font en bibliothèque toutes seuls dans leur coin comme des rats de bibliothèque, mais on peut devenir aussi des rats de laboratoire et avec des moyens technologiques et du financement, on peut réaliser beaucoup plus de choses. Ça, je m'en suis rendu compte parce que moi, j'avais favorisé cette approche. Je faisais de la recherche individuelle, bon, travaillais dans mon coin, des fois en collaboration avec d'autres personnes, mais pas, j'avais jamais monté un laboratoire. Et j'ai pu me rendre compte que lorsque on a l'occasion de monter un laboratoire, on peut faire beaucoup plus de choses et on peut faire des choses beaucoup plus sophistiquées que lorsqu'on est tout seul. Alors, on a, grâce à ces financements, la Fondation canadienne de l'innovation, on a la possibilité de demander éventuellement, à peu près tous les 4 ou 5 ans, des équipements. C'est un concours. Pas tout le monde gagne. Il y a peut-être 20 à 25% des demandes qui sont acceptées. Donc, il faut quand même qu'on publie, il faut qu'on soit performant pour avoir ces subventions. On avait eu une première subvention en 2004-2005 pour monter le laboratoire. On en a eu une autre en 2010 et on en a eu une troisième en 2016 pour travailler sur la réalité augmentée et la réalité virtuelle. Donc, là, on est bien grillé, comme on dit, pour les 4 ou 5 prochaines années en matière d'équipement. Alors, on a aussi acheté des appareils photo et puis des caméras qui sont Sony 5D, qui sont très performantes, des micros qui permettent d'enregistrer à 360 degrés. On a aussi ces appareils photo c'est pas des appareils photo, mais ces caméras vidéo qui nous permettent aussi d'enregistrer non seulement le son, mais aussi l'image à 360 degrés. C'est nécessaire pour se diriger vers la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Et puis, on a aussi, évidemment, les lunettes qu'on a achetées. On a acheté des Oculus et des HoloLens. Les HoloLens permettent de faire de la réalité augmentée. Les Oculus, c'est plus de la réalité virtuelle. Je vais vous expliquer en moins de 10 minutes la différence entre les deux. Alors, puis aussi, évidemment, des logiciels pour traiter toutes ces données. Je pense que je vais passer ici parce que c'est des choses que j'ai déjà développées. Je voulais dire 2 mots sur l'hybridation des médias, ou ce qu'on appelle parfois aussi la narration transmédia. Avec l'utilisation de ces différents médias qui nous donnent plus de possibilités, ça pose aussi des nouveaux défis. Il faut faire, comme je le disais tout à l'heure, un effort dans la construction des narrations pour que les différents médias soient utilisés de façon efficace. Par efficace, je veux dire qui soient utilisés à leur plein potentiel et pour parfois des raisons qui sont spécifiques. Alors, parce qu'on peut faire des choses parfois plus intéressantes, on peut aller plus loin avec certains médias dans, par exemple, l'utilisation du son. On a constaté que, à l'usage, que la vidéo,
hein, la caméra vidéo était un outil très, très intéressant pour conserver et diffuser le patrimoine immatériel. Pourquoi? Parce que, pour la très bonne raison que le patrimoine immatériel est fait essentiellement de la voix et du geste, hein, est composé de la voix et du geste, et la vidéo permet efficacement de capter, hein, la voix et le geste. Alors que pour le travail qu'on a fait sur la mémoire, par exemple, on s'est rendu compte que la vidéo n'était pas ce qu'il y avait de mieux. Il valait mieux utiliser juste l'enregistrement audio, parce que le son est le moyen le plus efficace de transmettre les émotions. Et dans les enregistrements audio portant sur la mémoire, donc lorsqu'on demande à quelqu'un de nous parler d'expériences vécues sur un site, de restituer la mémoire du lieu, eh bien, une captation très fine, hein, et très précise de la voix est très, très efficace, hein, pour restituer la mémoire des lieux. Alors, et d'ailleurs, quand on fait des captations vidéo aussi, hein, on attache toujours une très grande importance à la captation audio, parce que même si on rate un petit peu notre captation visuelle, on peut toujours rattraper ça. Il y a des logiciels qui nous permettent, hein, d'arranger un petit peu. On peut faire des inserts, hein, si on a bougé avec la caméra. Mais si on a un enregistrement qui est mal enregistré au niveau sonore, ben là, il n'y a rien à faire, hein. Alors, c'est vraiment le son est vraiment la chose la plus importante dans nos travaux et dans la captation, je dirais, surtout du patrimoine immatériel. Donc, je dirais aussi que nous avons privilégié une approche qui est multimédia, mais aussi interdisciplinaire et même transdisciplinaire. Par exemple, on a beaucoup exploité l'enquête ethnologique, hein, pour faire des films courts qui vont permettre de capter des éléments, hein, liés aux métiers traditionnels, aux pratiques artisanales ou artistiques, hein, aux rites rituels et aux fêtes et aux festivals. Mais c'est aussi l'histoire, par exemple, la recherche historique est aussi très, très importante pour nous, parce que très souvent, on documente, on a la nécessité de documenter historiquement les phénomènes qu'on étudie. Je vais ensuite vous présenter quelques projets qu'on a faits. Le premier grand projet, enfin, je ne vous parle pas des projets qui étaient plus pointus, axés sur des recherches précises. Je vous parle un petit peu ici de grands projets qui portent sur la conservation et la diffusion du patrimoine. Le premier grand projet qu'on a fait, ça a été un projet qui était une commande du ministère de la Culture, parce qu'en 2003-2004, en 2003, l'UNESCO avait adopté une grande convention internationale sur le patrimoine culturel immatériel, qui était celle qui faisait pendant à la convention de 1972 sur le patrimoine bâti et sur les paysages culturels, hein, et sur le patrimoine naturel. Donc, hein, ça a été quelque chose qui était très important sur le plan international. Le Canada se demandait s'il devait signer cette convention ou pas. Le Québec essayait de se positionner aussi pour savoir si il devait conseiller le gouvernement canadien de signer cette convention ou pas. Bon, finalement, pour faire une longue histoire courte, le Canada n'a toujours pas signé la convention, mais le Québec, en tant que province, a trouvé que le patrimoine immatériel du Québec était important et donc nous avait demandé de faire des inventaires d'abord pour savoir, pour connaître un peu la nature et la richesse de ce patrimoine et de savoir si c'était important ou non, hein, de l'inclure dans la définition du patrimoine du Québec. Et je dois vous dire que finalement, les inventaires ont permis
de montrer que le patrimoine immatériel du Québec était très riche, varié, diversifié, etc. Et donc, dans la nouvelle loi de 2011-2012, le patrimoine immatériel a été intégré pour la première fois dans l'histoire du Québec dans une loi sur la culture et le patrimoine. On a fait aussi un inventaire sur le patrimoine immatériel religieux en raison du contexte très particulier du patrimoine religieux qui était menacé, les communautés religieuses qui commençaient déjà dans les années 1990 à diminuer et même à disparaître. Et donc là, on s'est rendu compte que dans ces communautés religieuses, on ne faisait pas que de la religion, mais aussi beaucoup de culture. Il y avait des œuvres d'art, il y avait des pratiques artisanales, il y avait la mémoire aussi de ces pratiques, il y avait des savoir-faire extrêmement importants dans ces communautés religieuses. Et donc, on a senti la nécessité de faire un inventaire de ce patrimoine culturel immatériel. Donc, on a beaucoup travaillé sur l'utilisation de la vidéo. On a été, je pense, parmi les premiers à exploiter de manière très importante la vidéo dans le développement d'inventaire du patrimoine culturel immatériel. Alors, c'était un peu paradoxal parce qu'on était dans un pays qui n'avait pas signé la Convention, mais en matière d'inventaire, on a servi pendant plusieurs années de modèle pour d'autres pays qui étaient signataires de la Convention, comme la Belgique, la France, la Suisse, et puis même la Tunisie. On est allé faire des missions en Tunisie et dans d'autres pays. Donc, ces inventaires ont été terminés à partir du moment où la loi a été adoptée en 2012 et le ministère avait alors décidé que ce serait bien de confier ce travail d'inventaire aux municipalités, ce qui a été fait. Et donc, ça a mené un terme finalement à notre projet, du moins au financement du ministère de la Culture. Mais nous avons conservé ces inventaires qui sont en ligne et qui représentent à peu près 1500 entrées. Alors, on utilisait à l'époque description textuelle, des photos, 6 à 12 photos, et une vidéo, aussi une vidéo, peut-être pas pour toutes, mais on essayait à chaque fois d'avoir au moins une vidéo, des fois 2, toujours des vidéos courtes, de 4 à 5 minutes, parce que le téléchargement, surtout à l'époque, était très lent. Et donc, il nous fallait, on ne pouvait pas avoir des vidéos qui étaient plus longues. Et puis, de toute façon, on s'est rendu compte que après ça, c'est devenu une norme sur le web, parce que, bon, les gens qui exploitent le web ne veulent pas écouter un film ethnographique qui va durer 30 ou 45 ou 50 minutes. Donc, il vaut mieux faire comme on fait sur YouTube. C'est un peu l'industrie du disque qui a imposé cette nouvelle temporalité, je dirais, au cinéma, du moins à ce type de cinéma, le cinéma qui est sur le web. Maintenant, la norme, c'est de faire des vidéos courtes, entre 1 et 5 minutes, je dirais. Alors, et puis, bon, ces inventaires sont toujours en ligne. Moi, je les utilise de temps en temps dans mes cours pour permettre aux étudiants de se faire la main à la vidéo, à l'inventaire et puis à l'utilisation du web. Donc, on continue à les alimenter chaque année un peu, mais pas comme auparavant. Ce qui nous a agréablement surpris, depuis quelques années, on a mis un compteur Google Analytics sur les inventaires et on s'est rendu compte qu'ils sont, pour des inventaires en tout cas, très fréquentés. On a plus de 200 000 visiteurs par année et elles sont en augmentation. Ce qui nous a encore plus étonnés, c'est que l'inventaire sur le patrimoine culturel religieux est visité 3 fois plus que celui qui porte plutôt sur le patrimoine laïque. Alors ça nous a un peu surpris, mais en même temps, ça nous a démontré qu'il y a un grand intérêt pour le patrimoine religieux, pas juste au Québec, parce que nos visiteurs viennent de 170 pays dans le monde, mais un peu partout. Et je pense que il y a différentes raisons pour cela, mais entre autres, c'est en raison du lien avec le sacré, avec la spiritualité, le sacré, qui, de tout temps, a intéressé les gens. Par exemple, aujourd'hui, les sites les plus visités au monde, ce sont des sites sacrés, des églises, des lieux de pèlerinage, des grottes, etc. Voilà, alors je vais passer rapidement pour pas...
là, on a aussi travaillé avec des collègues haïtiens à l'Université d'État d'Haïti. On avait repris un peu ce modèle qui a été utilisé, qui est toujours utilisé en Haïti, hein, pour faire l'inventaire du patrimoine immatériel d'Haïti. Un autre projet qu'on a fait, celui le plus récent, c'est le corridor, ce qu'on a appelé, enfin, ce n'est pas nous qui l'avons appelé ainsi, c'est Patrimoine canadien qui nous a imposé ce nom, qui ne nous a pas vraiment beaucoup plu, mais bon, que voulez-vous, on a dû se plier aux exigences de notre bailleur de fonds. Et donc, ça a été pour nous aussi... je devais peut-être dire, juste avant de terminer sur les inventaires, de vous dire que, bon... les inventaires ont été très importantes, je dirais, dans l'évolution du laboratoire. Pourquoi? Parce que ça nous a donné du financement pendant de nombreuses années, pendant près de 7-8 ans, un bon financement, et ça nous a permis donc de former beaucoup d'étudiants dans le domaine de la captation vidéo, la prise de photos, la description textuelle, pour ce genre de travail et à développer donc une expertise dans ce domaine-là. Hein, ça a été vraiment très, très précieux pour nous et qui nous a permis après ça de développer des approches qui ont été reprises. D'ailleurs, je dis en passant que Célia a été une étudiante qui a travaillé pendant plusieurs années et qui a même dirigé, qui a été coordonnatrice du laboratoire pendant deux ans, je pense, hein, Célia? 3 ans, oui. Alors, elle avait très bien fait ça, disons, en passant. Hein? Alors, le corridor, ça a été aussi un grand projet pour nous qui nous a permis de développer une base de données très importante sur les communautés francophones, sur le patrimoine matériel et immatériel des communautés francophones du Canada. On a pu, en fait, le projet avec Patrimoine canadien, c'était de faire 150 sites francophones pour le 150e anniversaire du Canada. Alors, on s'est rendu compte après coup que c'était beaucoup et qu'en n'ayant que 18 mois pour faire cela, c'était vraiment un marathon. Hein? Alors, c'était un petit peu de notre faute parce que quand il y a eu l'appel d'offres, on s'est dit, bon, il faut qu'on trouve quelque chose, il faut qu'on ait un projet séduisant, il faut que, parce que, bon, les élus n'ont pas toujours beaucoup de temps pour lire nos projets, pour se décider, donc ça faisait partie un peu d'un de nos punchs, je dirais, 150 sites pour le 150e anniversaire, et je sais qu'ils ont été sensibles à cela, hein? Mais après ça, il a fallu qu'on fasse les 150 sites en 18 mois, c'était vraiment, vraiment très serré. Mais bon, en même temps, ça a été extraordinaire parce que on a fait à peu près 50 sites dans le Canada francophone atlantique, ensuite une cinquantaine au Québec et 50 pour l'Ontario et les provinces de l'Ouest et les territoires. Mais ça nous a permis de visiter, on est allé partout au Canada, on a fait plus de 80 vidéos, on a rencontré toutes sortes de gens, vraiment pour moi ça a été une grande découverte et pour tous les étudiants et professionnels qui ont travaillé sur le projet, hein, ça a été très formateur, je dirais, très instructif, et ça nous a donné une base de données extrêmement importante parce que pour 5 minutes de vidéo, par exemple, on fait généralement entre 45 minutes d'enregistrement et puis même des fois 90 minutes. Alors, on a conservé ces archives, puis là, on s'est dit on pourrait faire au moins 10 films ethnographiques sur les francophones du Canada. Alors, voilà. Alors, il s'agit, Corridor, c'est surtout en ligne, c'est un grand site web qui regroupe du patrimoine matériel et immatériel. On a beaucoup utilisé la photographie 2D et 3D, la vidéo, l'enregistrement sonore, et puis on a fait aussi des reconstitutions 3D de certains sites. Je vais vous montrer comment on peut reconstituer un site 3D. Et c'est en fait on fait une histoire visuelle du site sur une période très courte de 2 minutes.
Hein. Donc, on peut faire, l'idée, c'est de permettre en 2 minutes ou 3 minutes de voir l'évolution d'un site sur une période longue qui peut varier entre 500 et 100 ans. Hein. Voilà, on avait, je voulais dire en passant, qu'on a eu le plaisir de faire une exposition sur le patrimoine alimentaire du Québec et du Canada francophone ici au Musée de la civilisation. Ça a été vraiment un très beau projet qu'on a fait entre 2011 et 2013. L'exposition a été lancée en 2013, elle est toujours en ligne d'ailleurs, et on avait, je pense en 2016, pris le matériel de cette exposition pour faire une exposition en salle qui avait duré 5 ou 6 mois, hein, si ma mémoire est bonne. On a, là, donc, vous pouvez aller aussi visiter cette exposition virtuelle qui est en ligne. On a fait plus récemment un autre projet qui a été vraiment très touchant. C'est celui avec le Musée de l'Holocauste à Montréal, qui a fait une exposition virtuelle en ligne sur les survivants de l'Holocauste, les survivants juifs de l'Holocauste qui sont encore vivants au Canada. Hein. Donc, c'est 20 témoignages. On a fait les captations vidéo de ces personnes et c'était exigeant, mais en même temps très émouvant parce que souvent, ces gens n'avaient pas parlé ou très peu parlé de leurs expériences de l'Holocauste et surtout aussi de leurs expériences au Canada lorsqu'ils sont arrivés. Et donc, ça a été lancé au mois de mars. C'est aussi une exposition en ligne. Je vais juste vous raconter une histoire qui nous avait beaucoup touchés. C'était une dame, j'ai oublié son nom, qui habite à Montréal et qui est arrivée au Québec à l'âge de, je ne sais pas, 8 ou 9 ans. Donc, elle faisait partie des survivants de l'Holocauste. Ils avaient échappé au filet, disons, allemand. Ils avaient réussi à se réfugier avec à peu près 500 autres personnes à Barcelone. Là, le Canada avait finalement accepté sur ces 500 personnes, le Canada, je pense, en avait accepté 300 parce qu'on ne pouvait pas en prendre plus, etc. Et donc, ils avaient nolisé un bateau à Lisbonne, au Portugal, pour les transporter à Québec et à Montréal. Mais le problème, c'est que le bateau ne pouvait pas transporter, parce que c'est un vieux bateau de pêcheurs, je pense, qui ne pouvait pas transporter plus d'une centaine de personnes. Donc, ils ont été obligés de faire 3 voyages. Et elle nous a dit que sa famille, son père, eux, ils devaient faire partie du 2e voyage. Et là, entre-temps, juste avant le départ, une des familles qui devait partir sur le 1er voyage, il y a un membre de la famille qui est tombé malade et donc ils ont dit, est-ce qu'on peut échanger avec vous et puis vous pourriez prendre notre place. Donc ils ont accepté, etc. Le 1er voyage s'est bien passé, ils sont arrivés à Montréal, ils se sont installés. Le 2e voyage, imaginez-vous, elle nous a dit, ils ont été interceptés par un sous-marin allemand et puis ils ont été torpillés. Et donc tous les gens ont été tués dans ce... Alors, elle a dit, c'est incroyable, ça a été un vrai miracle que nous, on a pu... Puis là, je veux dire, c'était très... il y avait beaucoup c'était, bon, au niveau sentimental confus parce que sa posture, parce que elle se sentait privilégiée d'avoir été sauvée, mais en même temps, elle se sentait coupable parce que finalement, les gens qui les avaient remplacés ont péri. Hein. Alors, c'était vraiment très, très émouvant. Alors, un autre projet qu'on a fait, là, c'était financé par Patrimoine canadien. C'est toujours c'est l'Encyclopédie du patrimoine culturel de l'Amérique française. On a à peu près 330 articles en ligne. Alors, ce sont Oups! Qu'est-ce qui se passe? Ah, OK, c'est bon, pardon. Je pensais que j'avais perdu mon image. Donc, 330 articles qui ont été faits par des spécialistes, qui est très illustré avec des photos 2D, photos 3D. On a utilisé aussi de la vidéo et de la photo, oui, de la vidéo et de la panophoto aussi, pour permettre aux visiteurs de visiter des lieux qui ne sont pas facilement accessibles au public. Hein. C'est principalement. Alors, là aussi, c'est en ligne. On a eu plusieurs prix avec cette encyclopédie, dont le prix
du meilleur site web qui est donné par le ministère de la Culture chaque année. Et je pense que c'était en 2011 qu'on avait eu ce prix. Donc, on peut faire des... Je vais vous montrer un petit peu plus tard. Il y avait des vidéos. On a fait, à partir de cette encyclopédie, des circuits touristiques. Par exemple, on en a fait en Louisiane. Alors ça aussi, c'est quelque chose qui est magnifique ou merveilleux avec le numérique. Une fois que vous avez saisi vos données, une fois que vous les avez bien conservées dans des bases de données et puis accessibles en ligne, vous pouvez reprendre ces informations sous forme d'archives et les retravailler, les représenter autrement. Et ça, c'est aussi une très grande richesse. On a fait des jeux, des jeux vidéo et des modules interactifs. Par exemple, on en a fait un sur la chanson francophone qui est très fréquentée. On a à peu près 500 chansons francophones depuis le début de la chanson francophone, c'est-à-dire depuis la fin du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui. Et vous pouvez écouter. C'est pas les chansons entières, mais des extraits des chansons. On a demandé les extraits parce que sinon, on a été obligé de demander les droits d'auteur pour les jouer entièrement. Alors voilà, nos partenaires. Une application mobile qu'on a fait avec la Ville de Québec, aussi qui a été lancée en 2014, qui comprenait 6 médias, texte, photo 2D, photo 3D, enregistrement audio, vidéo et puis des animations 3D. Alors, cette application, on avait commencé, on avait fait les quartiers centraux de Québec, Saint-Roch, le Vieux-Québec, pardon, Saint-Roch. Après ça, on a fait, en 2015-2016, Saint-Jean-Baptiste. Et là, on est en train de compléter Sillery. Donc, on espère qu'on va pouvoir continuer à travailler, à faire tous les ans ou tous les 2 ans, un nouveau quartier qui sera ajouté à l'application. Il y a aussi un site web qui accueille ce projet. Voilà, alors je vois que mon temps est presque épuisé, alors je voulais quand même vous montrer, OK, ça c'est les reconstitutions 3D, je vais vous montrer ça. Voilà, alors je vais terminer, alors je voulais terminer en vous disant qu'actuellement, on va commencer à travailler, on a eu l'occasion de pouvoir acheter des équipements et nous allons commencer dès la semaine prochaine, en fait, dès que cette université d'été est terminée, un projet sur la réalité augmentée. C'est plus sur la réalité augmentée que la réalité virtuelle. C'est quoi la différence entre les deux? La réalité virtuelle, c'est, comme son nom l'indique, la reconstitution d'un environnement immersif, mais qui est total en quelque sorte. C'est-à-dire que vous n'avez plus de contact avec le monde réel dans lequel vous êtes. Ça veut dire que vous avez une lunette qui est obstrusif et qui ne vous permet pas, par exemple, de vous balader. Alors, par exemple, l'exposition qui avait été faite par Robert Lepage sur la bibliothèque la nuit était de la réalité virtuelle. La réalité augmentée, c'est un peu le même principe, sauf que vous avez une lunette qui n'est pas obstrusif, c'est-à-dire que vous pouvez continuer à vous promener dans votre environnement. Et c'est Microsoft HoloLens qui fait cette lunette. C'est pas celle-ci, ça c'est la lunette pour la réalité virtuelle. Alors vous voyez, vous êtes complètement fermé dans votre bulle, en quelque sorte. Alors qu'ici, vous avez la lunette HoloLens pour la réalité augmentée qui vous permet de faire du 3D, mais vous pouvez continuer à déambuler, à visiter un site. Alors, nous, c'est cette technologie qu'on a privilégiée pour l'instant, parce qu'on pense que pour le travail qu'on fait, il est mieux adapté, et parce qu'on fait beaucoup d'interprétations de sites, par exemple, et donc là, on peut donc se promener sur un site et projeter des strates historique du site à travers de la photo, de la vidéo, pour que la personne qui visite puisse avoir une vue, une bonne connaissance du site à différentes périodes de son histoire. Donc, c'est un peu ça le principe. Alors, on a un projet avec la communauté Huron de Wendake, avec qui on a déjà commencé à travailler, et on va faire un programme d'interprétation de la Maison Longue
à Wendake. Hein. Alors, on était très contents de pouvoir travailler avec une communauté autochtone parce qu'on n'avait pas eu beaucoup l'occasion de le faire jusqu'à présent. Et puis, en plus, les conditions étaient très propices pour faire un programme d'interprétation de ce site parce que, entre autres, non seulement il est très riche en interprétation, mais aussi le HoloLens a le handicap de réagir, ne pas bien réagir à la lumière du soleil. Alors, il faut être dans une pièce ou dans un environnement assez sombre pour pouvoir projeter des images en 3D. Et donc, par exemple, aujourd'hui, par exemple, ce serait impossible hein, parce qu'il y a trop de soleil. Et même à l'extérieur, dans des conditions normales, ça ne marche pas très bien. La Maison Longue est sombre. Elle nous offre des conditions vraiment parfaites pour ce genre de technologie. Alors, je vais passer rapidement à... je voulais juste terminer en disant, bon, la technologie, c'est beau, mais n'oubliez pas que c'est l'humain hein, qui est le plus important, et donc ça doit demeurer un outil, hein, une façon de mieux appréhender la réalité, le comportement humain, hein, de mieux connaître les sentiments et de se laisser émouvoir par le patrimoine. Je vais maintenant... attendez. Alors, on a fait la semaine dernière une université d'été à l'île d'Orléans sur le patrimoine religieux du Québec. Et donc, là, on a fait, entre autres choses, des vidéos, des films vidéo, comme on a l'habitude de les faire, de 3-4 minutes, sur des pratiques hein, précises. Alors, on en a fait une sur l'orfèvrerie. Alors, l'idée, c'est en 4 ou 5 minutes, c'est d'essayer de comprendre à quoi servent ces objets, leur sens. Et il y a un volet aussi qui porte sur la conservation. Hein? Alors, comme j'ai pensé que ça pourrait vous intéresser parce que là, vous avez baigné dans la conservation toute la matinée. Là, vous allez pouvoir continuer à baigner. Et alors, c'est très intéressant pour la petite histoire. C'est que, bon, quand on avait décidé de faire cette vidéo sur l'orfèvrerie de l'église de Saint-Laurent, on nous avait dit, notre comité conseil nous avait dit, bon, il faut parler au curé. En plus, il parle très bien et c'est vrai, il nous a donné une entrevue magnifique. Et il y avait une dame qui s'appelle Solange Lavoie, qui est le bédo hein, de l'Église, c'est-à-dire la personne qui s'occupe hein, qui s'occupe un peu du quotidien, de l'entretien. C'est elle qui s'occupe elle ouvre, elle ferme les portes aux gens qui veulent visiter, de l'entretien aussi, et de la conservation des objets. Et elle a c'est avec beaucoup de fierté qu'elle fait ça. Et il y avait des gens qui ont dit non, écoute, elle connaît vraiment pas la question, elle risque de nous dire des choses qui sont pas vraies, etc. Mais nous, on a insisté parce qu'on trouvait que cet aspect-là était très important. Puis comme on privilégie toujours un peu cette approche ethnologique, on s'est dit, elle a peut-être des choses intéressantes à nous dire quand même. On va avoir la perspective du curé, qui est plus celle de l'Église, hein, en quelque sorte, mais ça serait bien de voir aussi la perspective de la personne qui, quotidiennement, s'occupe de ces objets et les conserve. Hein. Alors, et puis, bon, vous me direz si on s'est trompé ou pas, hein, mais je vous laisse choisir. Voilà. Alors, attendez, mon nom, c'est Solange Lavoie. Et puis, oui, je suis sacristaine ici à Saint-Laurent, à l'église de Saint-Laurent, île d'Orléans. Et puis, j'aime beaucoup mon travail. Quand j'étais jeune, j'allais à l'église tous les dimanches avec ma famille. Et puis, ma mère, elle était très croyante. Puis aussi, elle nous a appris des bonnes valeurs. Puis moi, je trouve que l'église, c'est un lieu où il y a une atmosphère particulière. Je dis une atmosphère de paix. Ici, à l'île d'Orléans, bien sûr, on a la chance d'avoir, dans certaines de nos églises, enfin dans toutes, parce qu'en fait, même à Saint-Pierre, où il y a une église plus récente qui a été construite après la désaffection de la première, on a quand même les vases sacrés d'origine. Hein. C'est une histoire qui a été témoin de toute l'histoire du Canada, puis c'est les plus anciennes paroisses. Et on a encore de beaux spécimens, autant au niveau
les ciboires avec les calices. Ici au Québec, les gros mots ont survécu, mais les gens savent plus ce que ces gros mots voulaient dire au départ. Hein? Promenez-vous sur les rues, vous allez en entendre tout plein. Hein? Mais souvent, on reprend des termes du vocabulaire liturgique. Le calice, le ciboire, le tabernacle. On va prendre l'habitude d'utiliser les métaux nobles, hein, les métaux nobles pour les vases sacrés. Et ça, c'est un usage qui va rester jusqu'au Concile de Vatican II. Hein. Alors, ce sera l'or, l'argent, le vermeil, certains alliages, mais en général, toujours des métaux nobles. Donc, pour moi, il est important qu'un objet liturgique soit beau. Pour moi, c'est important de célébrer la grandeur avec de la beauté. Vous ne feriez pas manger à la reine d'Angleterre avec des fourchettes en plastique. Eh bien, voilà. Hein? Et dans le fond, il faut que le matériel utilisé soit à la hauteur du personnage qu'on célèbre, finalement. Hein? Et donc, pour le prêtre, pour le célébrant que je suis, la personne que je célèbre, c'est Jésus-Christ qui s'offre dans toute sa personne, dans toute sa vie. Aujourd'hui, typiquement, c'est calice, patène, ciboire, burette, plateau. Voilà. Ça, c'est ce qui est usage tous les dimanches, tous les jours de semaine. Rares sont les paroisses où il y a encore un sacristain à temps plein. Hein? Souvent, c'est des bénévoles qui, à temps partiel, vont consacrer quelques heures. Je voulais juste vous arrêter. Moi, j'ai adoré cet extrait, le jeu des mains hein, dans la conservation. Alors, je trouvais que les gens qui ont fait le film, j'y étais pas là, hein, c'est pas moi, ont eu une très, très bonne idée en faisant un gros plan sur les mains hein, de la personne. Parce que, en matière de patrimoine, surtout immatériel, la main, hein, c'est avec les mains qu'on fabrique des choses et qu'on les protège également. Pour l'entretien des vases sacrés, s'assurer que tout est propre, que tout est bien, qu'il y a tout ce qu'il faut, que tout est en place. C'est un entretien spécial parce que quand je les entretiens, il avait été un peu terni parce que c'est en argent. Et puis, il faut y aller délicatement parce que regardez les motifs. Que je prenais une petite brosse à dents là, qui était douce, la plus douce, l'extra douce, et puis pour aller dans les joints pour enlever le noir. Et puis en même temps, il ne faut pas user non plus, ça fait que. Puis il reste beau. Là. Quand ils sont entretenus, là, il reste beau après. C'était la première fois là, à nettoyer, regardez, ils sont vraiment beaux. Puis quand on s'en sert, on s'en sert pour Pâques, puis à Noël, là, des fêtes importantes, là. Puis, il faut les laver comme il faut après, puis les replacer. Ah oui, on les replace. Moi, je les enveloppe dans du papier, puis le fait qu'ils sont dans ça, il n'y a pas d'air qui va. Finalement, c'est l'air hein, qui les fait ternir. Hein. Moi, je me dis, quand il y a une personne ressource dans une paroisse, il faut faire valoir ses talents. Fait que moi, je me dis, des fois, on y pense, hein, on dit, quand on ne sera plus là, ceux qui vont être là, est-ce qu'ils vont faire attention aux choses qui ont été faites? Mais à un moment donné, il va falloir lâcher prise puis dire, ben, on n'aura pas le choix, là, parce que je suis rendue quand même à 75 ans, là. Fait que j'ai fait un bon bout. Alors là, ça, c'est des choses qu'on a faites pour découvrir Québec, qu'on a repris pour le corridor. Alors, ce sont des animations 3D qui nous permettent de reconstituer un site sur une longue période, mais de le montrer, de l'évoquer en peu de temps. Hein. Parce que, bon, quand on se promène avec une application mobile, par exemple, on est touriste, on ne peut pas écouter là non plus un film ethnographique de 30 minutes. Hein. Il faut que ça soit présenté de façon rapide et efficace, un peu comme les textes dont nous a parlé Dany hier. C'est sur le château fort et le château Saint-Louis.
alors là, ça c'est des animations 3D. On en a fait plusieurs pour l'application mobile Découvrir Québec. On a fait pour le Corridor aussi. On a fait 5 sites à différents endroits, différents sites du Canada. Pour Corridor, on a fait l'église Notre-Dame, le site de l'église Notre-Dame à Montréal, Louisbourg, Notre-Dame, Sainte-Marie parmi les Hurons, le site de Lac-la-Biche, mission dans l'Ouest canadien qui a été fondé après la Rivière-Rouge. Et puis le 5e, là j'ai un trou de mémoire, je m'excuse. Alors, dernière petite présentation. Alors, là aussi, c'est... alors, on aime beaucoup utiliser aussi la photographie 3D pour montrer des objets en 3 dimensions qui ne sont pas facilement accessibles au public, des objets archéologiques par exemple, ou des objets qui sont dans les réserves et qu'on ne peut pas, qu'on ne veut pas sortir et manipuler. Donc en faisant une photographie 3D d'un objet, hein, ça nous permet d'avoir une très bonne idée de cet objet. On peut le tourner, le voir sous tous ses angles. Mais on peut aussi utiliser la photographie 3D pour reconstituer des sites, et notamment des sites qui ne sont pas facilement accessibles au public. Alors, c'est ce qu'on a fait la semaine passée à l'île d'Orléans. Là, c'est la chapelle anglicane de Sainte-Pétronie qui a été construite en 1868, enfin vers 1860, par la communauté anglophone anglicane de Québec. Et alors, c'est une petite chapelle, mais comme il y a très peu d'anglophones qui habitent là maintenant, elle est très peu utilisée par la communauté elle-même et elle est très difficile d'accès. On a rencontré, par exemple, les membres de notre comité conseil de ce projet qui habitent à l'île depuis 30 ans. Ils l'ont vu pour la première fois grâce à cette panneau photographie. Alors, c'est pour vous dire que il y a des fois des endroits comme ça qui sont juste à côté de chez nous, mais qu'on n'a pas l'occasion de visiter parce que c'est fermé ou l'accès n'est pas facile. Alors, donc, c'est un peu là, on l'utilise pour cette raison-là principalement. Attends, je vais essayer de... je vais essayer d'agrandir un peu là, pour que ce soit plus grand. Alors, donc, au fond, c'est une photo 3D. Alors, vous pouvez, avec votre curseur, vous promener dans la... Là, on a fait d'abord une photo à l'extérieur de l'église pour qu'on puisse connaître un peu l'environnement du site. Alors, vous pouvez vous promener. Alors, voilà, c'est du 360, donc vous pouvez voir le sol... tourner dans tous les sens. Là, on pouvait faire... Alors, ensuite, il y a des éléments d'interprétation qui nous permettent d'offrir une interprétation du site. Parce que, bon, dans ce cas-ci, non seulement l'église n'est pas accessible, mais il n'y a pas de guide, et les gens n'ont pas la possibilité de faire visiter ou seulement à des connaissances. Donc, on peut mettre des éléments. On peut aussi montrer des gros plans. Là, vous avez un gros plan du clocher. Je pense qu'il y en a un autre ici. On peut même, là, des fois, on a pris des photos du soubassement, finalement, de l'édifice. On voit un peu comment ça se présente dessous. On peut faire des photos ici de la poignée de la porte. Bon, ici, qu'est-ce qu'on avait? Je ne sais pas. Ah oui, là, c'est le panneau à l'entrée. Et puis, on peut aussi ajouter de la vidéo et faire des enregistrements avec des personnes. La chapelle que vous voyez derrière moi a été bâtie par un de mes ancêtres, un Don, en 1867. Beaucoup de gens croient à tort que la chapelle nous appartient à la famille Don, alors qu'on sait fort bien qu'une église, une institution religieuse ne peut pas appartenir à un individu ou à une famille, mais bien à une diocèse. Et c'est effectivement le cas. Mais cela étant dit,
nous avons assumé en quelque sorte la responsabilité de gérer la chapelle au fil des ans. Comme on manque de temps, je m'excuse, je vais couper là parce que je voulais quand même vous faire visiter l'intérieur de la chapelle. Alors, elle est toute en bois. Hein, c'est du cèdre rouge et puis le maître-autel est en chêne, hein, chêne d'Amérique. Alors là, on peut, vous voyez, se promener dans la chapelle, faire le tour. On peut faire des zooms aussi, je pense. Attends, on peut ajouter des éléments d'interprétation. Donc là, les plaques en gros plan. Il y a le baptistère ici. On a fait des entrevues aussi avec un monsieur Martel qui, lui, était historien. Il avait étudié. Hein, alors, je vais juste vous montrer un petit extrait de son... Il y a un objet particulièrement intéressant ici. Ce sont les fonts baptismaux qui ont leur histoire. Alors, vous voyez, hein, je pense que là, ça vous permet d'avoir une idée de comment on peut procéder. Alors, ce qui est intéressant avec la panophotographie, c'est qu'on peut ajouter comme ça des éléments d'interprétation dans la visite et on peut se promener. Là, on est devant le maître-autel. Là aussi, on a ajouté plein d'éléments hein, d'interprétation, de la musique, enfin, etc. Hein? Donc, voilà, ça vous donne un peu une idée hein, des travaux qu'on fait. Alors, ce n'est pas exhaustif, il y a plein d'autres choses qu'on peut faire hein, dans l'interprétation et la médiation du patrimoine à l'aide des nouvelles technologies, mais disons, je voulais vous parler de ceux que je connais bien, c'est-à-dire ceux qu'on a développés, nous, au laboratoire. Voilà, alors je vais m'arrêter là, je sais que, je m'excuse, j'ai dépassé un peu le temps. Je ne sais pas, est-ce qu'on a quelques minutes pour des questions éventuellement?